Bonjour à toutes et à tous. Alors, je voudrais revenir sur le martyre de l'enseignant, là, monsieur Paty, Samuel Paty, hein, décapité par un énergumène tchétchène. D'abord pour exprimer ma répulsion et puis pour tirer quelques enseignements sur les prochaines étapes qui nous attendent. Ma répulsion la plus sincère et la plus virulente, hein, j'insiste sur le terme de la virulence. Nous n'en sommes plus à l'époque des bisounours, des bougies et des fleurs. Il faut que notre douleur soit accompagnée par une grande agressivité, une grande colère. Sinon, ça ne sert à rien. On peut déjà se couper les veines et se suicider avant d'être décapité par la prochaine génération ou la prochaine équipe là, de terroristes. Parce que ma colère et ma douleur sont liées à deux choses. La première, c'est l'atteinte aux droits de l'homme. On est quand même en train de parler d'homicide. D'accord? L'atteinte à la dignité humaine, à l'intégrité physique. Et ensuite, l'atteinte au monopole de la violence légitime qui est celui de l'État. Quand la violence se diffuse, quand elle devient le fait de voyous, quand elle entre dans les mains de voyous, bah c'est fini, c'est l'anarchie. Or, notre plus grand patrimoine, c'est, au-delà de notre liberté, c'est l'état de droit. Voilà. Donc, par rapport au droit au blasphème, bon, le droit au blasphème, le blasphème existe, on ne peut pas l'interdire dans un pays comme la France. Maintenant, même pour blasphémer, il faut le faire avec classe, d'accord? Il faut le faire avec élégance, avec raffinement. Nous sommes quand même en France. C'est le pays de l'élégance, de la civilisation, de la sophistication. Moi, je suis désolé, les caricatures du prophète des musulmans sont minables. Je dis bien minables. Pourquoi? Parce qu'elles sont vulgaires, elles sont primaires, elles sont au stade du caca. Je suis désolé. Alors moi, je veux bien exposer ma vie pour défendre des gens comme Samuel, Dieu et son âme, et je dis sincèrement, pour défendre Charlie Hebdo, mais moi je préfère mourir pour la France, pour la civilisation française. Le vrai débat ici, c'est pas les caricatures, c'est la civilisation française, dont Charlie Hebdo est un avatar très éloigné. Je veux dire, m'excuse, la civilisation française, c'est Montesquieu, c'est Rousseau, c'est Voltaire, c'est Albert Camus, c'est Fernand Braudel, immense historien, c'est Taine, historien de la Révolution française, que je suis en train de lire. C'est ça, c'est Versailles, c'est la rue de Rivoli, c'est les châteaux de la Loire, c'est les paysages, c'est tout ce que la France, toutes les lumières, qui ne sont pas d'ailleurs des lumières révolutionnaires, c'est les lumières de l'Église de France, de la grande féodalité française, de la noblesse. C'est ça qui mérite notre mort, qui mérite notre sacrifice. Charlie Hebdo, bon, est un passager dans ce beau navire, et nous l'acceptons tel qu'il est. Mais il ne faut pas se tromper de débat. Donc moi, je ne suis pas contre le blasphème, mais je dis tout simplement, même si vous voulez blasphémer contre l'islam, faites-le avec classe. Ça fait quand même 1400 ans que l'islam existe, il y a quand même pas mal de choses à critiquer. Pas besoin de tomber aussi bas. Et là, je serai avec vous pour vous défendre, même si moi, je suis musulman croyant. Et même si moi, je me demande si agresser les croyances des gens est un bon moyen de passer le message. C'est valable pour les bouddhistes, c'est valable pour l'énergumène qui a dit que... moi j'étais choqué quand j'ai entendu un gars sur France Inter qui disait que Jésus était pédé. Je suis désolé, moi si j'étais catholique je serais révulsé. Est-ce que vraiment c'est un bon moyen de se faire entendre? J'en doute. Maintenant, le mal est fait, ce qui est fait est fait, et dans ma tête, c'est clair, hein, dans la hiérarchie, le droit d'expression arrive en tête, mais quand même, je dis, faisons les choses, enfin ne trompons pas le débat. Notre vrai bijou, c'est pas Charlie Hebdo. La chose précieuse à préserver, c'est la civilisation française. Donc si ça veut dire défendre Charlie Hebdo, je le fais avec... comptez sur moi pour mourir pour ça. Mais il ne faut pas, attention, il ne faut pas nous rabaisser. Hein. Notre combat est très noble, il est au-delà de caricatures danoises. On est en train de parler d'un don fait à l'humanité, qui est la civilisation française. C'est ça le débat. C'est pour cela qu'on se bat. D'accord? Il faut bien être très clair. Deuxième chose, je voudrais passer maintenant à quelques enseignements de ce massacre. Le premier, c'est l'effondrement du vivre ensemble. Je veux dire, l'idéologie de gauche qui nous a pondu le vivre ensemble, ça y est, elle est finie. Là, elle est par terre. Elle est par terre. Là, tout ce qui a été, touche pas mon pote,
SOS racisme, tout le blablabla, c'est fini. Puis là, c'est mort et enterré. Aussi mort et enterré la presse française. Je veux dire, cette presse-là, mainstream, hein, Figaro, Le Monde, Nouvel Obs, L'Express, France Inter, France Télévisions, elle nous a vendu quand même la plus grande fake news du 21e siècle. Bon, on dirait qu'il vient de commencer. Mais pour l'instant, la plus grande fake news du 21e siècle, c'était le vivre ensemble et l'immigration, une chance pour la France. Bravo, hein. Bravo, une chance pour la France, oui. Effectivement, maintenant, en France, on a le Guinness des records de la décapitation. On vous décapite quelqu'un en 2 temps, 3 mouvements. Bravo. Je ne vois pas où est la chance pour la France. Je vois des cas individuels de réussite merveilleuse, hein, des immigrés qui ont réussi, mais je vois surtout à côté une avalanche de problèmes. Je veux dire, bon, pas besoin de revenir dessus, mais le massacre à Irani symbolise cette fake news et son effondrement sous nos yeux. Tous ces médias qui nous ont intoxiqués, qui nous ont intimés l'ordre de gober cette fake news, là, ils ont perdu toute leur crédibilité. Et ils ne peuvent même plus cacher les faits divers, parce que les faits divers, là, ils s'imposent. Hein, ils sont tellement monstrueux qu'on ne peut plus les cacher. Autre totem qui a été cassé, qui est par terre, c'est l'éducation nationale. Bastion de la gauche, bastion de la bien-pensance, du vivre ensemble, par terre. Là, on tue des enseignants avec, a priori, hein, je ne suis pas dans l'enquête, avec apparemment, je suis au conditionnel, complicité interne dans le collège, hiérarchie qui ferme ça, hiérarchie qui intimide le collègue, les parents d'élèves qui mettent pression sur le proviseur. Enfin bon, on voit que c'est une faille structurelle, c'est toute la maison de l'éducation nationale qui est un problème. Or, cette maison de l'éducation nationale est le tombeau de la laïcité. Ce sont eux qui ont fait le SOS racisme, enfin, ce sont eux qui ont fait le touche pas mon pote, le droit à la différence, ce sont eux qui reculent depuis 20 ans. Et ce sont eux qui ont créé une génération de Français soumis, qui réfléchissent à genoux. Je suis désolé, maintenant, si le progressisme domine la France, c'est que l'éducation nationale, depuis 20-30 ans, a fabriqué des générations, je suis désolé, elles sont castrées, hommes et femmes, incapables du moindre esprit critique, et qui gobent toute la propagande que vous connaissez tous, je ne vais pas revenir dessus. Donc, grave affront fait à l'éducation nationale. À mon avis, il faudrait la dissoudre et la recréer dans une autre organisation qui ne porte pas le stigmate de cette collaboration, de cette catastrophe qui est cet esprit-là de soumission, ou doubler une médiocrité, parce qu'en plus d'être soumis, on nous forme des générations qui ne brillent pas par leur talent artistique et leur talent civilisationnel. Mais là, je ne voudrais pas m'étaler. Autre claque, elle va aux indigénistes. Je veux dire, on nous a dit le privilège blanc. On nous a emmerdés, je m'excuse de parler comme ça, à cause du privilège blanc. Quel est le privilège blanc? C'est celui de se faire décapiter. C'est-à-dire, quelles sont les victimes de la haine raciale en France, de la haine religieuse? Ce sont les blancs. Alors, les indigénistes, racialistes, décolonialistes, rhabillez-vous, allez travailler, je veux dire, allez étudier les vrais textes. Hein. Lévi-Strauss, Max Weber, Brodel et d'autres. Berck, enfin bon, c'est pas à moi de vous faire votre bibliographie. Allez, revenez à vos chères études et arrêtez de nous emmerder. Autre enseignement de ce drame, c'est le fait qu'il y a 2 peuples maintenant en France. Enfin, ça se voit clairement hein, autour de ce collège, les réactions des élèves, des parents d'élèves. Vous avez 2 peuples. Vous avez un peuple qui est révulsé par l'atteinte à la liberté d'expression, et vous avez un autre peuple qui dit oui, c'était un prof raciste, c'était un islamophobe. Il l'a eu, il l'a mérité. Vous avez donc 2 civilisations, 2 visions du monde complètement antagonistes. Vous avez l'un qui vous dit la violence, quelle qu'elle soit, elle est interdite. Et vous avez l'autre qui vit avec lui, son voisin de palier, qui envoie ses enfants à la même école, et il dit non, la violence, elle est licite si c'est pour punir le mécréant, l'islamophobe ou celui qui fait le blasphème. On est bien embêté, hein, on n'est plus dans le multiculturalisme, là. On est dans un phénomène de colonialiste. Vous avez 2 versions qui se disputent l'hégémonie. Normalement, il y en a une qui va gagner, et en général, c'est la plus violente. Autre claque donnée à l'occasion de ce fait divers tragique, c'est claque donnée à tous les ennemis de la Russie. On nous a appris, au biberon en France, à haïr le russe, à critiquer Poutine et tout ça. Ils sont critiquables, bien sûr.
Mais on nous a obligés à prononcer le divorce avec nos frères russes, alors qu'ils sont le prolongement de la civilisation européenne. On nous a rabiboché malgré nous avec les Tchétchènes, et on nous a obligés de nous disputer avec les descendants des tsars de Russie, avec les maîtres, les gardiens de l'Ermitage de Saint-Pétersbourg. Quand même savoir ce qu'est la Tchétchénie. La Tchétchénie, le Caucase, c'est une réserve de violence aux portes du monde turc et du monde russe, slave. C'est juste ça. C'est des gens qui savent bien se battre, des valeureux guerriers. Mais ce n'est pas le berceau d'une grande civilisation. C'est comme les Albanais et les Kosovars. C'est une réserve de mercenaires, de soldats. On a besoin de soldats, de mercenaires. Mais ce n'est pas non plus le berceau d'un grand phénomène religieux. Ils n'ont pas inventé l'écriture, ils n'ont pas enfanté Tolstoï ou je ne sais quoi. Ça reste... Enfin, voilà, vous m'avez compris. Ben, nous, on se bat avec la civilisation russe. On lui crache dessus, on lui tourne le dos, on la renvoie chez les Chinois et on accueille les Tchétchènes. Bravo, bravo. Bravo aussi aux ayatollahs du Corona. On nous a dit Corona, Corona, on nous emmerde depuis 7 mois, alors que le problème c'est l'islamisme et la racaille. C'est Macron le roi du hors-sujet. Et nos élites sont les reines du hors-sujet, c'est spécialistes du hors-sujet. Ils ont fait un MBA en hors-sujet. Vous détruisez l'économie française, vous occupez les forces de police, vous isolez les gens au moment où leur pays est sous attaque islamiste. Après, vous nous dites on va combattre l'islamisme, ils ne vont pas passer. Mais attendez, juste arrêtez de nous saboter. Si vous voulez vraiment aider ce pays, arrêtez de saboter, arrêtez de détourner, de divertir en braquant les projecteurs sur le Corona et laissez les gens regarder le réel. Les gens sont en train de se faire coloniser, on les décapite dans la rue. Alors, ce n'est pas le Corona la priorité. Le Corona, on le règle avec un pays comme la France, membre du G7, bordel, m'excusez d'être vulgaire, mais il est quand même capable de régler le problème, un problème sanitaire avec les moyens de l'État. L'État coûte 50% du PIB, il a largement les moyens pour faire les hôpitaux, recruter les gens qui vont bien et soigner le Corona. Par contre, là, le problème de l'islamisme, c'est une réponse sociale totale. C'est une réponse de l'intégralité du corps social. Alors, que fait Macron ? Il punit les gens, il punit les Français en leur disant « restez chez vous ». Or, quand vous restez chez vous, vous n'occupez pas la rue. Et bien, qui occupe la rue? C'est vos ennemis. La France est en train d'être démembrée, d'être disloquée, d'être envahie, et les Français sont en couvre-feu. Ça s'appelle un crime administratif. Bon, j'espère que les gens l'ont compris maintenant. D'ailleurs, Macron nous dit ils ne passeront pas. Mais on a l'impression d'avoir affaire à un DJ. Je veux dire, ces mecs n'ont pas compris leur rôle. Ce sont des leaders, des chefs naturels. Ils doivent indiquer la direction, pas nous dire des slogans. Che Guevara donne des slogans, un DJ donne des slogans avec une mélodie, un jingle. Là, nous avons des gens qui sont programmés pour l'inaction. D'ailleurs, leur but, c'est de ne pas agir. Leur unique politique, c'est l'inaction. Quand vous mettez Darmanin et Dupond-Moretti dans une même équipe, bien, vous ne voulez pas agir. C'est comme une boîte à vitesse. Darmanin veut passer la première et M. Dupond-Moretti passe de manière compulsive, il est en marche arrière. Ça ne peut pas avancer. Ça surchauffe, ça crée du bruit, ça patine, mais ça n'avance pas. Mais c'est voulu comme ça. L'un décrit le réel, il nomme un chat, il dit c'est un massacre, et l'autre dit la France n'est pas un coupe-gorge. Et c'est voulu parce que en 2022, Macron compte sur le vote des banlieues. Et il ne fera rien pour perdre ce vote. Il veut être à la fois islamophile, paraître islamophile, et paraître l'homme de la sécurité. Le fameux en même temps. Donc il a besoin de l'inaction. C'est sa seule garantie pour être réélu. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui peut se passer? Bon, bien sûr, je n'ai pas la boule de cristal. En tout cas, l'histoire nous apprend, notamment l'insurrection algérienne en 1954, elle nous apprend que les autorités, que les élites sont les dernières à reconnaître le réel, sont les dernières à comprendre ce qui se passe. En Algérie, on a mis plusieurs mois, sinon plusieurs années, à reconnaître qu'il s'agissait d'une guerre. On a dit ce sont des actes de banditisme, ce sont des brigands, ce sont des HLN, des hors-la-loi, alors que c'était des insurgés. Là, pareil en France, on va nous dire c'est des fous, c'est des loups solitaires, c'est des déséquilibrés, c'est des problèmes d'inégalité, ce sont des fous. Voilà, des fous. Voilà. Alors que nous faisons face à des cellules terroristes qui attaquent partout, rapidement, avec une grande fluidité, facilité,
C'est du terrorisme low cost, c'est une insurrection low cost, ça coûte que dalle. Voilà, n'importe quel demeuré se radicalise en 5 secondes et avec quelques centaines d'euros, vous monte un attentat extrêmement efficace, parce que nous sommes en train d'en parler. On ne parle pas de l'économie, on ne parle pas du PIB, on ne parle pas du chômage, on ne parle pas d'aller sur Mars, on parle de ce demeuré tchétchène qui a commis ce crime infâme. Attendez-vous aussi à ce que le régime se durcisse, à ce que la répression se durcisse. L'élite a peur. Cette mauvaise élite, parce qu'il y a d'autres élites qui sont virtueuses, mais malheureusement qui sont silencieuses. Cette élite-là, elle a peur, elle a compris que nous avons compris. Elle a compris que le voile était déchiré. Maintenant, on décapite les gens, donc il n'y a plus de... Même les aveugles, maintenant, ils aperçoivent la lumière. Donc, ils vont se radicaliser. Le régime va se radicaliser en fermant des comptes Twitter, des comptes Facebook de gens soi-disant dissidents, en s'acharnant contre les réseaux sociaux, en s'acharnant contre les bitcoins. J'ai entendu M. Le Maire en parler aujourd'hui. Voilà. Parce qu'il ne leur reste plus que ça. C'est s'accrocher c'est nous remettre les œillères malgré nous. C'est trop tard. Mais bon, nous avons compris, mais les élites, c'est plus fort qu'elles, hein, c'est atavique. Hein. Elles vont essayer de nous dissuader de voir le réel. Le problème, c'est que nous avons maintenant peur des islamistes. Vous avez toujours peur du gars qui vous décapite, pas du gars qui va vous bloquer votre compte Facebook. Hein. On peut bloquer mon compte Facebook, je m'en fous. Ça va m'embêter. Mais j'ai peur du gars qui peut me décapiter. Et les Français sont en train de comprendre ça. Donc la répression qui s'annonce, elle aura lieu à mon avis, mais elle sera complètement inutile. C'est le barreau d'honneur, comme on dit chez moi. Plus grave encore, et là, ce n'est pas un barreau d'honneur, ça va durer longtemps, c'est le divorce entre les musulmans et les Français. Puisque malheureusement, il y a un cercle, il y a un processus qui est diabolique, là, qui se produit aujourd'hui, qui consiste à voir dans les musulmans que des suspects, et chez les musulmans, qui consiste à voir dans les Français de souche que des suspects de racisme. Donc vous avez une méfiance croisée. Donc les gens, ils s'accrochent aux pôles, et les pôles sont radicalisés. Vous avez le pôle raciste xénophobe d'un côté, et vous avez le pôle islamiste racaille de l'autre. Et même des gens intelligents, intégrés, qui ont fait maths sup, maths spé, tout ça, par orgueil mal placé, par un snobisme, par je sais pas quoi, là, par bêtise aussi, ils vous tiennent des discours qui sont ceux dignes d'un pilier de café, ou digne d'un racaille, d'une racaille de haut immeuble. Tous les Français sont racistes, ils ont colonisé, tous sont d'extrême droite, l'islam n'a rien à voir avec ça, alors que, je veux dire, les choses, enfin le réel, c'est plus qu'il s'impose, il nous éclabousse. Maintenant, la prochaine étape, c'est qu'on soit éclaboussé nous-mêmes avec le sang, évidemment. Et pourtant, vous avez des gens intelligents qui, pour des raisons très personnelles, très minables d'ailleurs, se réfugient dans une espèce de « touche pas mon pote, je suis supérieur à toi, moi mon grand-père n'a pas colonisé, le tien a colonisé, vous avez ramené mon grand-père en France alors que la France n'a ramené personne ». Je veux dire, tous ceux qui sont en France aujourd'hui, ce sont des volontaires, ils ont forcé la porte parfois. Moi je veux bien que dans le colonialisme, il y a eu un rapport de force qui était odieux et qui a fait du mal au pays du Maghreb, on peut en parler plus tard, mais depuis 1960, tous ceux qui sont venus en France sont venus au courant, s'accrochant au jupon des Français parce qu'ils fuyaient la misère et l'oppression. Tous ceux qui sont en France aujourd'hui, ce ne sont pas des victimes, ce sont même des gens qui ont de la chance. Et pourtant, c'est comme ça. La nature humaine est faite ainsi, notre psychologie a un côté un peu déprimant, un peu minable, qui fait que les gens, ils crachent sur la soupe. Donc vous avez deux pôles qui se forment, et là, il y aura un rift, vous savez, le grand rift d'Afrique, il y a une grande séparation. Et cette fracture, à un moment donné, elle va devenir ingérable. Les contradictions, c'est bien. Nous avons besoin du pôle moins plus, nous avons besoin de la dialectique, de la tension. Mais quand c'est des fractures ouvertes comme ça donne la guerre civile. Là, c'est très inquiétant. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est la quadrature du cercle, c'est une mission impossible. Mais c'est pour ça qu'on avons besoin de leaders. Si c'est pour faire des choses qui peuvent se modéliser par des équations mathématiques, ou des choses bureaucratiques ou techniques, ou distribuer des bisous ou des bonbons, on peut amener un Macron, un Sarkozy, ou je sais qui, un Fillon, tout ça. On peut amener des gens qui sont des managers ou des communicants, ça dépend du profil. Macron est en plus il est entre les deux.
Sarko étant un communicant. Mais là, pour faire le miracle que j'appelle mes voeux, que je vais vous expliquer, on a besoin de véritables chefs. C'est pour ça qu'on a besoin de leaders. La gouvernance, j'allais dire, c'est la science des cons. La gouvernance, c'est la science des gens qui sont dans les tableaux Excel. Le leadership, c'est la science des chefs. Nous avons besoin de leadership nous avons besoin d'un vrai leadership et qui soit entre les mains de chefs naturels, hommes ou femmes. D'accord? Donc il faudrait faire la quadrature du cercle qui consiste à faire deux choses. Unir la résistance autour d'un noyau de droite, c'est-à-dire faire l'union des droites. Arrête avec le snobisme de moi je parle pas à ci, je parle pas à celui-là. Non. On arrête le snobisme là. On unit les droites et en même temps on offre une alternative aux musulmans raisonnable. C'est difficile, mais bon, c'est pour ça qu'on a besoin de chefs et de génie. La première chose, c'est unir les droites parce que la résistance, elle est à droite, elle n'est pas à gauche. La gauche, c'est rétamé, elle nage dans la médiocrité, dans la soumission, puis il y a un espèce de snobisme qui dit moi, je ne m'assoirai jamais dans une table avec des fascistes, de tout ça, des pépins. C'est minable. Bon, il ne faut pas perdre d'autant avec ces gens-là. La résistance, elle est de droite. Mais les droites sont divisées. Et en plus, elles ne sont pas équipées mentalement pour les problèmes qui arrivent. Parce que dire qu'on va renvoyer tous les musulmans, ce n'est pas une solution. Je suis désolé. Dire que l'économie va tout régler, que le libéralisme va tout régler, non. Donc il faut s'unir et travailler. Travailler, il y a des idées, il y a des possibilités de proposer un scénario alternatif à la guerre civile, mais il faut que ça vienne des gens de droite. Après, il faut s'ouvrir à la gauche. Il y a des gens de gauche qui viennent nous voir, welcome, marhaba, comme on dit en arabe. Mais ce n'est pas à nous d'aller les chercher. Ça fait des années qu'on embrasse tout le monde et on se fait casser la gueule. Donc on arrête. Là, on est en mode combat. Donc soit tu es avec moi, soit tu es contre moi, soit tu me laisses travailler. Voilà. Et donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de proposer aux musulmans raisonnables une incitation pour sortir de leur zone de confort. Parce que là, ils sont dans la zone de confort. Là, ils sont tous officiellement antiracistes, anti-xénophobie, anti-islamophobie, touche pas mon pote. Ça, c'est le marécage. L'eau est sale, mais elle est chaude. Il n'y a pas beaucoup de risques. On ne prend aucun risque là-dedans. On est là, tranquille, on dit voilà, la République, la laïcité, mais attention, tout le monde a, enfin moi j'ai des droits, il faut préserver ma dignité, islam, paix, amour, voilà. Pour sortir les gens de cette zone de confort, il faut leur proposer quelque chose qui soit meilleur. Et les gens, ils ont besoin de quoi? Au fond d'eux-mêmes, ils le savent, mais ils n'osent pas le dire. Ils ont besoin de limites et de fermeté. Ce que veulent les musulmans raisonnables de France, c'est que les Français, une bonne fois pour toutes, mettent des limites à l'islam. Et dire, voilà, ce qui est licite et illicite. Et que ces limites-là soient claires. C'est-à-dire, voile, oui, non. Halal, oui, non. Polygamie, oui, non. Les prières de rue, qui financent les mosquées. Il faut juste donner une règle et s'y tenir. Et donc, il faut que vous mettiez des limites. C'est comme quand vous délimitez une maison. Vous faites des limites. Vous pointez des piquets, vous mettez des piquets. Après, autour de ça, vous construisez une forteresse. Et dans cette forteresse, vous proposez la protection. Les gens, il faut qu'ils puissent compter sur vous. Si vous leur dites, voilà mes limites, si vous les acceptez, je vous protège. Eh bien, les gens, ils vont se bousculer pour rentrer dans votre forteresse. Ce dont ont besoin les gens aujourd'hui, c'est d'une fermeté protectrice. C'est pas d'un ventre mou où tout le monde vient cracher ou salir ou saliver. Ouais, les gens ont besoin d'un bouclier parce qu'ils ont peur, ils savent que ça va péter. Sauf que les gens, ils sont humains, comme vous et moi. Nous sommes pleins de défauts, nous avons un côté minable, un côté déplorable et médiocre. Eh bien, à l'homme politique, à la femme politique, de jouer sur ça, de dire aux gens, voilà, tu es dans le marécage aujourd'hui, tu es dans ta zone de confort, tu es dans un open bar, la France te donne, et toi tu craches. Eh bien, écoute mon gars, il faut que tu montes la colline là, et tu vas me dire, ouais, la colline c'est dur à monter, ça va faire un effort, j'ai pas envie de transpirer. Mais je te dis oui, si tu montes dans la colline, tu auras une forteresse où tu seras protégé par un pacte républicain, il faudra le renégocier, et où les choses, où tu rejoins une force. Les gens s'assimilent, se rallient à une force, pas à une faiblesse. Pourquoi l'assimilation ne marche pas? Pour milliards de raisons. Mais une des raisons principales, c'est que les gens ne veulent pas s'assimiler à des gens qui se sont cassés la gueule. Qui voudra rejoindre le camp qui va perdre la bataille? Enfin, c'est humain, c'est animal même. Les gens, les musulmans de France, sont des êtres humains.
eh bien, il faut les traiter comme des humains, ni plus ni moins. Ce ne sont pas des enfants. D'accord? Donc il faut leur proposer une forteresse, une force, une puissance qui ne soit pas raciste. Il faut qu'elle soit ferme. Elle peut même sembler islamophobe, peu importe. Les gens, on calcule toujours leurs intérêts. Les gens vous disent la foi, la foi, la foi, la foi, parce qu'ils sont dans leur zone de confort, parce qu'ils peuvent dire la foi, l'islam, l'islam, ils ne font que gagner. Ils ne perdent rien. Ben, il faudrait les obliger à arbitrer entre un excès d'islam ou un excès de France. Vous allez voir ce que les gens vont faire. Bien sûr, les gens lucides, les fous, c'est des fous. Hein. Les fous, on les combat. On les exile, on les marginalise. Mais les gens raisonnables, croyez-moi, ils sont capables de faire l'arbitrage. Hein. Il n'y a pas de problème. Comme ils ont fait l'arbitrage pendant la colonisation, parce que comme ils l'ont fait après la... Enfin bon, je ne rentrerai pas dans le détail. Voilà, donc il faut proposer une force. Et cette force-là, c'est pas le racisme. C'est une fermeté, c'est de la virilité bienveillante. C'est de dire, tu peux faire ça, tu peux pas faire ça. Et si tu ne respectes pas mal du jeu, tu es out, tout simplement. Voilà, on n'a pas besoin de réveiller les théologiens du fascisme pour ça. C'est très simple. Mais il faut avoir les tripes pour ça. Il faut avoir les tripes, il faut avoir la vision pour voir qu'on peut marcher sur ces deux pieds. On ne peut pas être que bienveillance. Il faut de la bienveillance et de la virilité. Je ne vois pas d'autre solution pour nous éviter la guerre civile. La guerre civile étant la solution de la facilité. Parce qu'il n'y a pas plus facile que de redevenir un animal, de cesser de s'empêcher et de s'en prendre à son voisin. C'est un sport vieux comme le vôtre. Merci, à la prochaine. Faites circuler cette vidéo si vous pensez qu'elle peut servir à réveiller les consciences et à proposer une alternative à la facilité. Il faut qu'on sorte tous de notre zone de confort. Qu'on soit de droite, de gauche, qu'on se dise apolitique. Il n'y a plus d'espace pour les apolitiques, il n'y a plus d'espace pour les neutres. Maintenant, tout le monde doit se mouiller. Sinon, on va tous couler. Merci, au revoir.